Le 6 août 1945 à 8h15 du matin, le ciel au-dessus d'Hiroshima devient blanc. En une fraction de seconde, une ville entière disparaît. Des dizaines de milliers de personnes meurent instantanément. D'autres sont vaporisées sans laisser de traces. Et celles qui survivent ne survivront souvent que quelques jours. Mais au milieu de cet enfer nucléaire, un homme se relève, brûlé, assourdi, aveuglé. Il s'appelle Tsutomu Yamaguchi. 3 jours plus tard, alors que le monde ignore encore ce qui vient de se passer, il se rend à son travail, dans une autre ville. Il commence à raconter ce qu'il a vu. Et à 11h02 du matin, le ciel devient à nouveau blanc. Cette vidéo raconte l'histoire du seul homme officiellement reconnu comme ayant survécu aux 2 bombes atomiques de l'histoire. Tsutomu Yamaguchi a 29 ans. Il est ingénieur naval pour Mitsubishi Heavy Industries. Marié, père d'un jeune enfant. En août 1945, il est en déplacement professionnel à Hiroshima. Il a hâte de rentrer chez lui, à Nagasaki. Mais le 6 août au matin, il marche vers le chantier naval, son sac à la main. Il lève les yeux. Un bombardier solitaire traverse le ciel. Puis, un flash. La lumière est si intense que Yamaguchi croit voir le soleil exploser. Il est projeté au sol. La chaleur lui brûle le visage et les bras. Ses tympans éclatent. Autour de lui, la ville disparaît. Des bâtiments s'effondrent. Des silhouettes humaines brûlent debout. La rivière se remplit de corps. Yamaguchi, grièvement brûlé, parvient à se relever. Il marche, sans savoir où, au milieu des ruines. Il passera la nuit dans un abri de fortune, entouré de blessés, qui meurent les uns après les autres. Le lendemain, contre toute logique, il est encore en vie. Et une seule idée l'obsède, rentrer chez lui. Le 7 août, Hiroshima n'existe plus, mais un train fonctionne encore. Yamaguchi, bandé de la tête aux pieds, réussit à monter à bord. Le trajet dure des heures. Personne ne comprend ce qui s'est passé. Personne ne parle de bombe atomique. Quand il arrive enfin à Nagasaki, le 8 août, il retrouve sa femme et son fils. Ils sont vivants. Il pense avoir survécu à l'enfer. Il se trompe. Le 9 août 1945, malgré ses blessures, Yamaguchi se rend à son bureau. Ses collègues doutent de son récit. Une seule bombe ne peut pas détruire une ville entière, lui dit-on. À 11h02, alors qu'il est en train d'expliquer ce qu'il a vu à Hiroshima, le ciel devient blanc. La seconde bombe atomique explose au-dessus de Nagasaki. Yamaguchi est projeté au sol une nouvelle fois. Mais cette fois, un mur le protège partiellement. Il survit, encore. Sa maison, miraculeusement, est toujours debout. Sa femme et son enfant sont vivants. Les jours suivants sont pires que l'explosion. Radiation, chute de cheveux, fièvre, mort lente. Yamaguchi pense qu'il va mourir.
Il ne meurt pas. Il vivra jusqu'à 93 ans. Mais pendant des décennies, il se tait. Au Japon, les survivants de la bombe sont discriminés. On les appelle les hibakusha. On les craint, on les évite. Les survivants des bombardements atomiques ne sont pas perçus comme des miraculés. Ils deviennent une catégorie à part. Les hibakusha. Littéralement, personnes touchées par l'explosion. Mais derrière ce mot neutre se cache une réalité brutale. Dès les premières semaines, une rumeur se répand. La radiation ferait de vous un danger vivant, un être contaminé, une menace pour les autres. Personne ne comprend encore les effets des radiations. Les médecins eux-mêmes sont démunis. Alors la peur remplace la science. On croit que les hibakusha transmettent des maladies par simple contact, ne peuvent pas avoir d'enfants sains, vont mourir prématurément, coûtent trop cher à soigner. Ils deviennent indésirables. La discrimination s'installe dans les gestes les plus simples. Certains survivants sont refusés à l'embauche. Pourquoi engager quelqu'un que l'on pense condamné? D'autres se voient refuser un logement. Les propriétaires craignent la maladie ou la mauvaise réputation. Mais la discrimination la plus violente touche le mariage. Des familles mènent des enquêtes médicales secrètes. Quand on découvre qu'une personne est hibakusha, les fiançailles sont annulées. Beaucoup de survivants cachent leur passé. Ils se taisent, ils mentent, ils effacent Hiroshima et Nagasaki de leur histoire personnelle. Tsutomu Yamaguchi, comme des milliers d'autres, choisit le silence. Non par honte, mais par nécessité. Parler, c'est risquer. L'exclusion, la perte d'un emploi, le rejet social, l'isolement familial. Pendant des décennies, le Japon se reconstruit sans eux. Les villes renaissent, les gratte-ciels repoussent, mais les survivants restent figés dans le passé. Pendant longtemps, le gouvernement japonais n'apporte qu'un soutien minimal. Les soins médicaux spécifiques sont insuffisants. Les indemnisations tardent. La reconnaissance officielle est lente. Les hibakusha doivent se battre pour prouver qu'ils souffrent réellement. Comme si survivre à une bombe atomique ne suffisait pas. Une autre peur hante les survivants, leurs enfants. Beaucoup vivent dans l'angoisse permanente de transmettre des malformations. Certains choisissent de ne jamais fonder de famille. Ironie tragique. Les études scientifiques montreront plus tard que les effets héréditaires sont beaucoup plus faibles que redoutés. Mais le mal est fait. La peur a déjà détruit des vies. À partir des années 1970, certains hibakusha brisent enfin le silence. Ils témoignent, ils écrivent, ils parlent dans les écoles, non pour raviver la haine, mais pour empêcher la répétition. Tsutomu Yamaguchi dira un jour « Ce qui nous a le plus fait souffrir, ce n'est pas la bombe, c'est la façon dont on nous a traités après. » Les hibakusha ont survécu à l'arme la plus destructrice jamais créée par l'homme. Mais ils ont dû survivre à leur propre société. Leur histoire rappelle une vérité inconfortable. La peur de l'invisible peut être aussi destructrice qu'une explosion. Tsutomu Yamaguchi est mort en 2010. Il n'a jamais considéré sa survie comme une chance, mais comme une responsabilité. Il disait « J'ai survécu pour raconter ce que j'ai vu. » Aujourd'hui, alors que le monde possède assez d'armes nucléaires pour s'anéantir plusieurs fois, son histoire pose une seule question. Avons-nous vraiment retenu la leçon ?